relations États-Unis-Israël n'ont pas été au beau fixe ces derniers temps, surtout depuis que Washington a signé un accord historique avec le plus grand ennemi d'Israël, l'Iran. Pour la première fois depuis la signature des accords, le président Obama a reçu le Premier ministre Netanyahou à la Maison-Blanche. Une rencontre d'autant plus délicate que lors de sa dernière visite à Washington sur invitation des Républicains, le Premier ministre israélien a tenté de convaincre le Congrès de s'opposer à cet accord, un accord décrit comme menant à la fin de l'État d'Israël et comme une menace pour le monde entier. Pour surmonter ces tensions, les dirigeants ont discuté d'une nouvelle aide militaire pour Israël, de la vague d'attentats frappant le pays et de la situation générale au Moyen-Orient. Allié primordial d'Israël, une dégradation supplémentaire des relations entre les deux pays pourrait être critique à la sécurité de l'État juif. Cette semaine, dans Focus, on vous emmène à Washington. Bonsoir, soyez les bienvenus. Ils ne s'étaient pas rencontrés depuis plus d'un an, pas même un coup de fil depuis cet été. La semaine dernière, à Washington, c'était donc le temps des retrouvailles pour Barack Obama et Benjamin Netanyahou. Les deux dirigeants ont-ils enterré la hache de guerre, notamment après la signature de cet accord des grandes puissances avec l'Iran ? Que doit-on retenir de cette rencontre une semaine après sa tenue ? On va faire le point ce soir avec Michael Wiener, correspondant diplomatique du Jerusalem Post à Washington. Bonsoir Michael. Je suis ravi d'être avec vous. Alors première question, comment les médias américains ont-ils, Michael, accueilli cette rencontre et accueilli la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ? Il me semble que cette visite de Benjamin Netanyahou ait été moins bien couverte que la dernière fois. Et cela car il y a évidemment moins d'enjeux. Cela fait l'objet de bien moins d'attention. Évidemment, la dernière fois que Benjamin Netanyahou était ici, c'était sans avoir obtenu d'invitation à la Maison-Blanche. Et il n'avait donc rencontré aucun officiel de l'administration Obama. Et avec ce discours au Congrès qui était une étape importante pour les relations États-Unis-Israël. Donc cette visite n'a rien à voir avec la précédente, même si l'on a connu des moments intéressants avec ce think tank libéral, le Centre pour le progrès américain. Mais là encore, la couverture médiatique n'était pas la même. Donc au vu de tout cela, c'était une visite secondaire. Michael, au-delà de cette poignée de main chaleureuse, qu'est-ce qui s'est réellement dit dans les coulisses ? Le fait est que si le gouvernement israélien parvient à accroître le budget décennal de 3 à 5 milliards de dollars par an, eh bien cela constituera une étape importante des relations israélo-américaines. Et c'est ce sujet qui a dominé pendant 2h30 la rencontre dans le bureau ovale avec les conseillers du président Obama et avec leurs ambassadeurs respectifs. Donc ce n'est pas une rencontre particulièrement sexy, mais il s'agit d'une amélioration importante des deux côtés avec des sujets d'accord. Et je pense que c'est ça le plus important. Michael, dernière question plus personnelle. Vous êtes correspondant diplomatique à la Maison-Blanche. C'est ici que se joue une bonne partie de la diplomatie mondiale. C'est une chance ? Eh bien, je dirais que le bureau, mais ce n'est pas le cas. C'est assez petit et il faudrait y faire des rénovations. Avoir un correspondant à la Maison-Blanche est important pour être sur place et couvrir au jour le jour ce qu'il s'y passe. Et avec ce type de couverture, vous pouvez comparer et décrypter lorsque quelque chose d'inhabituel se passe. Dans mon cas, il s'agit de la politique étrangère américaine au Proche-Orient. C'est ça que nous couvrons au quotidien. Et ce n'est pas quelque chose de facile à faire si vous n'êtes pas sur le terrain pour vous construire un réseau. Merci pour ces précisions, Michael Wiener. Je rappelle que vous êtes correspondant diplomatique du Jerusalem Post à Washington. Merci. Avec plaisir. Merci de m'avoir accueilli. I have a dream, la célèbre phrase de Martin Luther King prononcée à Washington en 1963, aura été le point d'orgue du mouvement des droits civiques des Noirs américains. 52 ans plus tard, la capitale américaine est toujours coupée en deux. À l'est, une majorité de Noirs, à l'ouest, une majorité de Blancs. On va tenter d'y voir plus clair avec Valérie Wilson. Elle est économiste à l'Institut de politique économique de Washington pour tenter d'y voir plus clair. Bonsoir Valérie Wilson. Merci Cyril, c'est un plaisir. Alors comment on en arrive là, ou plutôt devrais-je dire, comment on en reste là, 50 ans plus tard ? Eh bien, la discrimination à Washington n'est pas différente de la discrimination dans les autres grandes villes des États-Unis. Le fait que nos villes soient le lieu de tant de discrimination ethnique est dû à la politique fédérale. Par exemple, dans les années 1930 et jusqu'aux années 1950, eh bien, l'administration des logements à bas prix avait pour politique de favoriser les promoteurs immobiliers qui construisaient ce type de logement
uniquement s'ils interdisaient de façon explicite l'accès aux Afro-Américains. Aujourd'hui, nous n'avons plus ce type de politique raciale explicite, mais les deux politiques que nous avons mises en place, celle concernant les logements à bas prix et celle des crédits d'impôt sur l'immobilier, eh bien, elles sont régies par des communautés et des individus. Les propriétaires peuvent librement décider de ne pas accepter des bénéficiaires de ces programmes sans avoir à donner de justification. Cette ségrégation, selon vous, c'est un reflet de la réalité ou c'est au contraire elle qui dicte la réalité ? Les deux, je pense. Je pense que la discrimination a généré de grandes inégalités économiques et en retour, les inégalités économiques continuent de croître de génération en génération. Valérie Wilson, dernière question, comment on peut faire bouger les choses ? Est-ce que selon vous, la discrimination politique peut être une solution, par exemple ? Je pense que tout plan intentionnel d'intégrer des communautés ne fait qu'inverser les effets des anciennes politiques qui étaient explicitement discriminatoires. Je pense que les recherches dans le domaine sont claires. On sait que les communautés discriminées en fonction de l'ethnie, tout spécialement le sont aussi de façon économique, ce qui génère une haute concentration de pauvreté. Et ces études démontrent l'impact négatif en termes d'opportunités économiques et de mobilité. Donc le but de dédiscriminer ces quartiers n'est qu'un inversement de la tendance des politiques qui discriminaient de façon explicite. Il est clair que c'est quelque chose de positif de vouloir dédiscriminer de façon active et ça explique la réforme des logements à bas prix. Valérie Wilson, économiste, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes donc chercheuse à l'Institut de politique économique. Merci. Allez, comme chaque semaine, c'est l'heure du top 5 de l'info. C'est signé David Gombin, tout de suite, en bref et en images. Des jeunes se sont rassemblés dans les rues de Washington DC la semaine dernière pour demander la justice climatique et la fin de la discrimination. Une manifestation qui se tient un an jour pour jour avant l'élection présidentielle de 2016 et où se sont joints jeunes et étudiants de tout le pays. Une manifestation qui s'est achevée devant la Maison-Blanche où les jeunes sont restés plus de 2 heures durant. Des personnes en deuil se sont réunies devant les portes de l'ambassade française de Washington où ils ont déposé gerbes, bougies et même bouteilles de vin en hommage aux victimes des attaques de Paris. Les drapeaux français et européens ont été mis en berne. Parti de Washington, le président américain Barack Obama a atterri en Turquie pour le sommet annuel du G20. Air Force One s'est posé sur la piste de l'aéroport d'Antalya entouré par un dispositif de sécurité exceptionnel comptant 12 000 policiers et de multiples checkpoints. Après le G20, Obama continuera son voyage vers Manille et Kuala Lumpur pour participer à des sommets économiques régionaux. Le musée d'histoire américaine de Washington, le Smithsonian Institute, a accueilli l'équipe de la série télé Breaking Bad. En intégrant à sa collection plus de 10 accessoires de la série, il reconnaît ainsi l'influence de la série sur la culture américaine. Les acteurs Bryan Cranston et Aaron Paul étaient présents à la cérémonie au cours de laquelle costumes et accessoires ont été donnés. Le programme Washington Opportunité offre des bourses scolaires aux enfants les plus démunis de la capitale. Approuvé en 2003, il a pris fin en 2009, mais il pourrait être relancé, à en croire notre prochain invité, Jason Russell du journal Washington Examiner. Bonsoir, merci d'être avec nous, Jason. Salut, merci de me recevoir. Alors la semaine dernière, la Chambre des représentants a validé la relance du programme. Certains y voient une victoire personnelle de John Boehner, l'ancien président de la Chambre. Expliquez-nous pourquoi. Oui, en fait, John Boehner a donné à ses collègues de la Chambre des représentants un préavis indiquant qu'il partirait à la retraite dans un mois. Et donc, pendant ce mois qui lui est resté, il a décidé qu'il ferait de ce programme de chèque éducation sa priorité absolue. C'était extrêmement important pour lui et il s'est assuré que cette loi soit votée. Dites-nous qui au sein de la classe politique américaine s'oppose à ce programme et pourquoi ? En fait, c'est intéressant car la loi permet d'allouer des fonds fédéraux au gouvernement local de Washington DC pour financer ce programme. Et elle finance aussi les écoles maternelles et les écoles publiques. Mais la municipalité de Washington continue de s'opposer à ce programme, même s'il est financé par des fonds fédéraux. Et à mon avis, c'est parce que ces fonds vont normalement à des syndicats d'enseignants et que ces écoles maternelles et ces écoles primées font rarement partie de syndicats. Donc ce sont des fonds qui jusqu'à présent allaient aux syndicats et qui maintenant financent ces programmes.
Alors, c'est le premier programme de bourse fédéral. Si les résultats sont aussi satisfaisants, est-ce qu'il pourrait s'appliquer à d'autres villes ? Oui, on voit véritablement sa diffusion dans de nombreux États. Il y a environ 16 États qui ont leur programme de chèque éducation. Par exemple, prenons la Louisiane. Si vous êtes étudiant là-bas dans une école publique aux résultats faibles, vous pouvez faire une demande de chèque éducation. Mais là où le programme est le plus abouti, c'est au Nevada. Là-bas, au lieu d'un programme de chèque éducation, ils sont allés plus loin car ils ont alloué des fonds étatiques directement sur les comptes bancaires des allocataires pour une utilisation à des fins d'éducation, quelle qu'elle soit, frais de scolarité d'école privée, accompagnement scolaire, etc. Alors c'est très surprenant parce que les démocrates sont contre ce programme alors que les républicains sont pour, alors qu'on aurait pu s'attendre au contraire. Vous le savez, les républicains sont d'habitude en faveur de la compétition dans le cadre du libre marché. Donc ils considèrent que les écoles doivent être mises en compétition pour pouvoir s'améliorer. Quant aux démocrates, ils s'y opposent, car à mon avis, cela prend des fonds des syndicats d'enseignants et ils veulent que les fonds publics soient attribués à des écoles publiques. Et du coup, c'est une solution trop radicale pour eux. Jason Russell du Washington Examiner, merci pour ces informations. Merci de m'avoir accueilli. Après 2 années de rénovation, la galerie du Musée d'art américain a rouvert ses portes le 13 novembre dernier. Invitée d'honneur, l'artiste canadienne Jennifer Agnus, rendue célèbre pour ses compositions d'insectes épinglés au mur. Elle revient avec l'installation Midnight Garden, des tapisseries ornementales qui ont nécessité, tenez-vous bien, pas moins de 5000 insectes. Elle nous fait l'immense plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Jennifer Agnus. Bonjour, ravie d'être avec vous. Alors, comment vous est venue l'idée d'utiliser des insectes dans vos installations? Well, I study textiles at university, and in fact, I teach textile design at the University of Wisconsin. Eh bien, j'ai étudié le stylisme à l'université et en effet, j'enseigne le design de textile à l'université Madison du Wisconsin. Et j'ai effectué des recherches en Irlande du Nord sur les robes des minorités tribales, donc dans la région appelée le Triangle d'Or. And I came upon a garment, it's a shawl actually, that had a fringe upon which they had strung green metallic beads. Dans cette région, on trouve de nombreuses minorités ethniques et c'est là que je suis tombée sur un accessoire. Il s'agit en effet d'un châle qui avait une frange sur lequel reposait un insecte de couleur verte métallique. Et j'ai eu ce moment de révélation car auparavant, jamais je n'aurais pensé qu'un insecte puisse être magnifique à part les papillons. In part because of their beauty, and in this circumstance because of the ingenuity, instead of using beads or sequins. Donc c'est comme ça que je suis devenue fascinée par les insectes, en partie à cause de leur beauté, et dans ce cas-là aussi grâce à leur ingéniosité. Mais mon premier amour reste les motifs, et c'est quelque chose d'inhérent au textile et aux vêtements. Et un jour, cela m'a frappée. J'ai décidé de prendre ces insectes et de les incorporer à des motifs. Et j'imagine que vous pouvez dire que le reste, c'est de l'histoire. Car à partir du moment où j'ai décidé de faire ça, je me suis dit, ça ressemble pas mal à du papier peint. Il fallait donc revêtir une maison ou une chambre, un intérieur que personne ne voudrait chez soi. Des insectes. Donc dès le départ, les gens s'y sont intéressés. Jennifer Agnus, quel type d'insectes vous utilisez dans vos créations et d'où viennent-ils surtout? Les insectes viennent de revendeurs de spécimens. Malheureusement, je ne vais pas à l'extérieur à la chasse d'insectes avec mon filet, ça serait complètement un autre boulot. Les gens ont du mal à croire qu'il existe des revendeurs de spécimens. Mais oui, cela existe. De nombreuses personnes collectionnent les insectes. Et le type d'insectes que j'utilise sont des abeilles. Elles sont très robustes et restent entières sur le mur. Je pense que les gens doivent comprendre qu'il y a environ 5000 insectes dans ce musée qui ont été rassemblés sur une période de 20 ans environ. Ils sont réutilisés d'exposition en exposition. Donc j'ai besoin de spécimens qui tiennent le coup pendant l'accrochage et le décrochage. Donc tout ce qui a des ailes, des sauterelles, des cigales, ce sont des espèces assez exotiques, elles ressemblent à des feuilles d'arbres. Donc voici le répertoire standard des insectes. Alors on ne peut pas dire que les insectes soient vraiment les meilleurs amis de l'homme. Comment réagissent les gens quand ils découvrent vos créations? Je pense qu'il est exact de dire qu'il y a un moment de « wow » lorsque les gens pénètrent dans l'expo et les gens disent souvent qu'ils n'ont jamais rien vu de pareil dans le passé. Il s'agit d'une réaction appropriée vu que cette exposition à la Renwick Gallery est nommée Merveille. Les gens font l'expérience de cet émerveillement.
C'est assez bouleversant de se promener dans cet espace aux couleurs rose fluo et d'être entouré par 4 murs remplis d'insectes. Kind of overwhelming to walk into this space which has a bright pink color and to be surrounded in 4 walls with insects. Merci Jennifer Agnus. Voilà, c'est la fin de ce numéro consacré à Washington. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Restez curieux, vivez focus. À la semaine prochaine.